Les éléments constitutifs majeurs du nazisme sont ceux de la modernité occidentale. Entre le racisme, l'antisémitisme, le colonialisme, le capitalisme, l'impérialisme, tous ces ismes-là n'ont pas disparu, aucun n'a été démonté, et on s'en est tiré après 1945 de manière un petit peu facile et un petit peu légère, en considérant que la défaite du Reich, la défaite des armées allemandes était la défaite du nazisme. En réalité, ce n'est pas le cas. En France, le fascisme, c'est toujours un ailleurs. La France aurait été allergique au fascisme du fait des valeurs et des institutions républicaines. Ça occulte le régime de Vichy, qui a collaboré activement avec l'occupant nazi, y compris en devançant ses exigences en termes de déportation des Juifs et des Juifs de France. Et puis ça occulte le fait qu'après-guerre, assez vite, les courants d'extrême droite ont connu une renaissance et ont été actifs et ont joué un rôle important, notamment pendant les guerres coloniales en Indochine et en Algérie, et puis qu'à partir des années 80, tous les héritiers de cette histoire fasciste française ont réussi à émerger à nouveau sur la scène électorale à travers le Front National. Le 27 février 2026, l'Assemblée nationale observe 1 minute de silence en hommage au militant néofasciste Quentin de Ranc. Il a été tué dans une rixe au cours d'un affrontement avec des antifascistes. Quelques jours plus tard, Mediapart révèle le contenu des tweets postés par le militant nationaliste. Des milliers de posts sur X où il rend hommage à Hitler et tient des propos antisémites et racistes. Pour beaucoup d'associations, de journalistes, de chercheurs, ce moment c'est un événement de plus dans la dérive conservatrice du pays. Mais jusqu'où ça peut aller? Et surtout, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est crier au loup, comme l'expliquent certains éditorialistes en plateau, de parler d'un danger fasciste en France en 2026? C'est stupide, ça ne correspond pas à une réalité de la situation. Ce pas les fascistes qui nous menacent. Pour répondre à ces questions, j'ai voulu interroger 3 universitaires. Eux, ils travaillent sur ces sujets au quotidien. Je travaille sur les régimes autoritaires par le biais du droit constitutionnel comparé, c'est-à-dire par le biais des institutions. Je suis sociologue à l'Université de Lille et je travaille sur les extrêmes droites et leur progression. Je suis historien du contemporain, plus précisément de l'Allemagne contemporaine, et plus précisément du nazisme. Ce qui réunit les 3 chercheurs que vous allez entendre, c'est une critique très radicale des 2 quinquennats Macron. Et l'inquiétude qui monte à 1 an de la présidentielle de 2027. Mais aussi, vous allez le voir à la fin de la vidéo, le refus de la fatalité. Ce qui a persisté dans le fascisme, c'est pas tant la forme à travers laquelle il apparaît et se développe, etc. Cette forme, c'était, en gros, dans l'entre-deux-guerres, c'était le parti militarisé, le parti centralisé, le parti structuré, hiérarchisé, etc. Le Duce Mussolini en Italie, le Führer en Allemagne avec Hitler. Donc le mouvement fasciste existe sous d'autres formes, sous une forme peut-être de manière plus protéiforme, avec un ensemble d'éléments. Alors des groupuscules violents dans la rue qui agressent, qui intimident, qui tuent parfois, même souvent en réalité, notamment à l'échelle mondiale. Des médias. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. D'extrême droite qui prennent de l'ampleur, notamment grâce à l'alliance avec certains secteurs du patronat, avec certains milliardaires, on le voit, Bolloré, Sterrin, etc. en France, mais c'est le cas également dans d'autres pays. Des organisations politiques à vocation essentiellement électorale, comme le RN. Tout un ensemble d'éléments qui n'est pas le parti centralisé, le parti militarisé de masse, comme dans l'entre-deux-guerres, mais qui en quelque sorte compose un mouvement néofasciste qui n'a pas de centre. En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict, et celui-ci est sans appel. Mais le danger est là. Le danger est là à la fois du fait de la puissance de l'extrême droite, sur le plan notamment électoral, mais aussi en raison même du type de régime politique dans lequel on est. Parce que la Ve République, en particulier depuis Macron, c'est une constitution qui donne énormément de place au pouvoir central, et notamment au pouvoir exécutif, à la présidence. La nouvelle constitution détermine qu'il existe, au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public
Nous vivons sous l'empire de la Constitution de 1958 qui fonde la Ve République, qui est un régime qui a été pensé par le général de Gaulle et dans une certaine mesure pour le général de Gaulle. C'est une constitution qui est semi-présidentielle, alors qu'en réalité c'est hyper présidentiel, c'est-à-dire que nous avons un système hybride entre le régime parlementaire et le régime présidentiel qui permet d'insulariser le président de la République de toute forme de contestation, que ce soit par l'Assemblée ou que ce soit directement par les citoyens. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de... Nous avons ce pouvoir monarchique de la dissolution dont je pense que nous avons vu un épisode en juin 2024 qui était tout à fait révélateur de la dimension autoritaire, de la dimension monarchique et bonapartiste de ce pouvoir-là. L'autre pouvoir qu'il a, c'est l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs de l'article 16 ne connaissent aucun équivalent dans les démocraties libérales occidentales, pas même aux États-Unis. Cet article 16, c'est un moyen légal de faire un coup d'État pour faire basculer notre Ve République dans une dictature. Nous avons une constitution qui est extrêmement faillible, dont il faudrait colmater les brèches au plus vite avant 2027. Dès le début des années 30, vous avez tout un discours qui se met en place et qui est tout à fait homologue à celui auquel on assiste matin, midi et soir sur désormais à peu près tous les canaux hertziens. L'idée selon laquelle il y aurait un centre raisonnable, alors ce sont les libéraux autoritaires qui mènent une politique pro-capital, pro-entreprise, pro-business dirait-on aujourd'hui, ça c'est typiquement la politique du gouvernement allemand en 1932, et qui est en même temps assez peu démocratique puisqu'il y a l'idée que pour maintenir le taux de profit et pour préserver des intérêts, il faut réduire la capacité démocratique du peuple allemand pour éviter que la gauche ne gagne. Cet extrême centre-là, ces libéraux autoritaires-là, affirment qu'ils sont le camp de la raison, déjà, et que de part et d'autre, il y a les extrêmes. Cette rhétorique-là, d'exclusion des extrêmes, elle est présente. Ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement national, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti. D'un côté, les idéologues de LFI et de l'autre, les démagogues du Rassemblement national. Ni LFI, ni RN. Mais très rapidement, il est dit que un extrême est plus extrême que l'autre. Que si on peut tout à fait travailler avec des gens qui sont patriotes, raisonnables, bons citoyens, qui aiment l'armée, qui respectent les institutions, qui mettent des cravates, etc. Par contre, on ne peut absolument pas dialoguer avec cette espèce de Satan réincarné que serait le Parti communiste allemand. Donc ça, c'est déjà en place à l'époque. Et dans cette reconfiguration du champ politique, l'extrême droite en vient à se présenter comme patriote et raisonnable, mais aussi, elle en vient à se présenter comme la représentante des intérêts de la majorité de la population allemande, et singulièrement des classes moyennes inférieures et de la classe ouvrière. Le parti du peuple, le parti des petits contre les grands, etc. Nous défendons la patrie, nous défendons notre peuple. Tout notre projet peut être compris à travers cet unique objectif, refaire de la politique au nom du peuple. Ce qui est une forfaiture et une arnaque complète. Parce que pendant que des orateurs disent ça en public, Hitler, lui, fait la tournée des Rotary Club et des clubs patronaux pour dire tout à fait le contraire. Pour dire que, évidemment, le parti d'extrême droite est un parti de droite extrême, qui va faire la politique du patronat. Jordan Bardella, lui, tente de séduire les milieux économiques. Je pense qu'il y a beaucoup de patrons, que ce soit des petits patrons, des patrons d'ETI ou des patrons de grands groupes, qui considèrent aujourd'hui que les mesures que nous portons sur la simplification, la baisse des impôts de production, le prix français de l'énergie pour leur redonner de la compétitivité ou sur le patriotisme économique, partagent à la fois les diagnostics et les propositions que formule le Rassemblement national. Le RN en pleine mue. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir rejoindre vos places, s'il vous plaît. Au MEDEF, Jordan Bardella tentait en août dernier de gagner la bataille de la crédibilité, couronné d'un certain succès.
D'évidence, certains sont mieux conscients, plus conscients des périls et surtout de ce qui se passe dans le reste du monde que d'autres. Ça n'est pas un parti pris de ma part, mais c'est plutôt Gabriel Attal, Bruno Retailleau, dans une certaine mesure Jordan Bardella. Je pense que la fonction que remplissent les extrêmes droites dans le contexte contemporain est similaire à la fonction que les extrêmes droites de l'entre-deux-guerres ont accomplie, en quelque sorte, notamment restabiliser le champ politique dans des moments d'ingouvernabilité, de crise politique profonde, de crise de représentation politique, et tenter de relancer l'accumulation du capital, ce qu'essaye de faire Trump, en particulier aux États-Unis, mais d'une certaine manière, la mission des extrêmes droites, quand elles arrivent au pouvoir en alliance avec les droites bourgeoises traditionnelles et avec le soutien d'une partie du capital, c'est de relancer la machine à faire du profit et donc à accumuler du capital, etc. Le néolibéralisme est entré dans une telle impasse et suscite un tel rejet qu'on ne peut plus à un certain moment que l'imposer par la force et par l'alliance avec l'extrême droite. Donc ça, c'est typiquement toute l'histoire du macronisme. Vous commencez par le LBD et les grenades de désencerclement, vous commencez par les mutilations et les violences policières, et vous aboutissez au fond à la fusion macrono-lepéniste et la fusion extrême-centre-extrême droite. C'est exactement ce qui se déroule sous nos yeux, avec des Aurore Berger ou des Martine Vassal qui vont vous citer du Maurras ou du Pétain, désormais sans aucun scrupule ni complexe, face caméra. Le travail, la famille, la patrie. Et effectivement aussi, ce qui le différencie de monsieur Alizio, c'est l'humanité et aussi la solidarité. LFI, c'est de l'antisémitisme. LFI, c'est un parti anti-France. Et LFI, c'est un parti qui appelle et revendique ou assume une part de violence, comme si la violence faisait partie d'une forme de combat politique. Qui est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Il faut très vite que nous nous remettions à parler de la France aux Français. Qu'est-ce qui fait basculer l'ensemble des démocraties dans la dictature? Si on prend l'histoire longue du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle au XXIe siècle, début du XXIe siècle, on a 3 grandes vagues d'expansion de la démocratie auxquelles succèdent des grandes vagues de restriction des démocraties. Et qu'est-ce qui met en mouvement ces vagues? À chaque fois, c'est l'état d'urgence. Et c'est à partir du moment où l'état d'urgence prend le pas sur les libertés publiques que s'amorce l'autocratisation. Pourquoi? Parce que l'état d'urgence a 2 effets. Le premier effet, c'est la restriction des libertés publiques. Le deuxième effet, c'est la concentration du pouvoir dans les mains du président. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'œuvre dans l'ensemble des démocraties, sous cette menace qui est brandie, celle de immigration et terrorisme. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Depuis 2015, nous avons 2 ans d'état d'urgence, de 2015 à 2017, avec des perquisitions administratives, avec des assignations à résidence, avec des interdictions de manifester. Ça s'arrête le 30 octobre 2017. En effet, cette loi permettra de renforcer nos moyens dans la lutte contre le terrorisme. Et le même jour, nous avons la loi SILT sur la sécurité intérieure qui pérennise les dispositifs d'exception qui étaient de l'ordre de l'état d'urgence, qui désormais entrent dans le droit commun. C'est notamment les perquisitions administratives, c'est notamment les assignations à résidence, c'est notamment les périmètres de protection et les dissolutions. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet état d'urgence qui a infusé dans l'ensemble de notre droit commun et qui peu à peu détricote l'état de droit, exactement comme ça s'est passé aux États-Unis. Si on prend ICE par exemple, qu'est-ce que c'est l'ICE ? Eh bien, c'est une police qui, au départ, est une police qui est restructurée après les attentats du 11 septembre 2001 et qui va complètement s'émanciper du cadre de l'état de droit avec le soutien de Donald Trump. Et là, on voit que c'est exactement ce qui est également en train de se passer en France. Sous l'effet de l'état d'urgence, nous avons davantage et davantage de soutien politique qui est apporté de la part du pouvoir, de la part de l'État, à nos forces de police. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Donc on a d'un côté
la France qui s'engage autour de moi, et on a de l'autre côté la France qui s'ensauvage. D'un côté, la France des héros, et je vais vous dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds. Les démocraties illibérales, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, à l'image de ce qui s'est passé en Hongrie par exemple, ont pour premiers objectifs de faire taire les membres de la société civile qui sont des contre-pouvoirs. Les journalistes, les universitaires, les avocats, les associations. L'attaque contre les universités est déjà présente. Nous avons eu Dominique Vidal qui, souvenez-vous, avait demandé au CNRS de conduire une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Sur la question des associations, en particulier des avocats, je pense à la Ligue des droits de l'homme. On se souvient de M. Darmanin qui avait dit que la Ligue des droits de l'homme devait avoir des comptes à rendre par rapport à ses actions en faveur de telle ou telle minorité, tel ou tel étranger, etc. Comme ça a été le cas de Bruno Retailleau lorsqu'il a dit « l'état de droit n'est ni intangible ni sacré ». Ça commence par les étrangers. Et la France, ça n'est pas un lieu de passage où on pourrait passer n'importe comment. Ça n'est pas un hall de gare. Voilà. Et la question des frontières, je veux rappeler que c'est aussi une question de sécurité. On sait depuis notamment le Bataclan que dans les flux migratoires peuvent se glisser malheureusement des individus qui peuvent être dangereux. Et puis ensuite, ça désigne une cible particulière, un ennemi intérieur qui n'est plus un étranger, mais qui est considéré comme l'étranger de l'intérieur, donc typiquement le musulman. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Publiquement, médiatiquement, politiquement, ce que ces courants d'extrême droite ont très vite compris, c'est qu'il était payant de taper sur deux ennemis, les immigrés extra-européens et les musulmans. Et notamment, par exemple, la critique de l'accueil des réfugiés, après, notamment à partir du milieu des années 2010, s'est fait en grande partie au nom de l'islamophobie, au nom de la menace identitaire, civilisationnelle que constitueraient les musulmans. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas simplement qu'il y a trop de musulmans et que les musulmans prennent la place des autres sur le marché du travail, etc. Le problème, c'est que les musulmans mettent en péril l'existence même de la nation. Donc c'est pas un petit danger pour eux, c'est un danger mortel, civilisationnel, etc. L'existence même de la nation est en péril. Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes tout d'abord sous la menace d'une dilution de notre identité nationale. Posons-nous les questions. Allons-nous pouvoir vivre encore longtemps comme des Français en France ? La menace existentielle, elle est sur notre sol. C'est-à-dire que c'est sur notre sol que les Français sont agressés, c'est sur notre sol que les Français sont remplacés par une autre civilisation. La menace qui existentielle au sens propre, les mots ont un sens, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui menace l'existence de notre pays, de notre civilisation. C'est sur notre sol, avec une civilisation étrangère qui nous impose ses normes, ses mœurs, par la force ou par le nombre. Le deuxième aspect de ce discours islamophobe et xénophobe, parce que c'est les deux, c'est le caractère conspirationniste de ce discours. C'est pas simplement que les musulmans, par leur seule présence, détruisent la nation, c'est ça, mais en plus, ils complotent contre la nation pour s'infiltrer, tout le thème de l'infiltration des islamistes partout. Ils complotent, ils vont dans les structures associatives de sport, par exemple, pour faire du foot, pour faire du basket, ils essayent d'entrer dans les médias, ils essayent dans l'économie, dans la sphère du travail, etc., pour imposer en quelque sorte leur domination. Donc il y a ce double aspect de discours catastrophiste, la nation est en péril, elle va mourir si on les laisse faire, mais en plus, ils complotent, ils agissent collectivement, et tout le thème de la taquilla, si vous voulez, de la dissimulation, c'est l'adaptation du discours antisémite classique. Les juifs se dissimulent en tant que tels pour, à travers des stratégies d'infiltration, réussir à imposer leur domination. C'est exactement la nature de l'islamophobie contemporaine telle qu'elle se développe, et elle se développe à partir de l'extrême droite, mais en réalité aujourd'hui elle imprègne de larges pans du champ politique, y compris évidemment de la droite LR, mais aussi de la droite macroniste. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée ?
Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Le fait de reprendre toute la rhétorique de l'extrême droite, une rhétorique xénophobe, par le pouvoir en place, peut-être aussi par manœuvre électoraliste, faisant fi de la même manière des leçons du passé. En effet, il y a une forme de vertige à se demander comment le pouvoir en place, qui s'est fait élire, rappelons-le, sur un discours anti-Rassemblement national, est capable de produire exactement l'inverse de ce qu'il a professé. Je pense pas néanmoins que les jeux soient faits. Je pense que les batailles sont encore devant nous. En tout cas, il y a toute une série de batailles encore devant nous avant de se retrouver face à un État de type fasciste, à un pouvoir fasciste. Y compris quand l'extrême droite parvient au pouvoir, par la voie des urnes, généralement en coalition avec les droites, même dans ce genre de situation, c'est pas encore joué. Ça constitue une défaite pour la gauche, pour les mouvements d'émancipation, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est joué d'avance. Ce qui domine chez moi, c'est un mélange d'inquiétude rationnelle et tempérée, froide, mais aussi beaucoup d'espoir. C'est aussi pour ça que je fais de l'histoire. Je fais de l'histoire parce que j'ai envie de vivre, pas parce que j'ai envie de dépérir. Autrement dit, lorsque, je sais pas quel orateur incompétent et béat sur un plateau télévisé vient nous parler de la période 32-33 en nous disant que c'est un paradigme de fatalité et donc une invitation au fatalisme, je me dis qu'on est dans toute autre chose que l'histoire. Nous ne sommes pas des greffiers de la fatalité quand on fait l'histoire. Nous sommes au contraire peut-être des professeurs de liberté, puisque nous montrons que précisément, le 30 janvier au matin, le gouvernement Hitler n'était pas fait et a bien failli ne pas se faire. Et que ça a été encore une fois une irresponsabilité folle et une culpabilité avérée de certains acteurs sociaux et politiques que de faire ce choix-là. Mais ça a été un choix et il y avait une liberté. La leçon fondamentale de toute étude historienne et historique, c'est que rien n'est jamais écrit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À Street Press, on documente toute l'année ces atteintes à l'état de droit. Alors si vous voulez nous soutenir, faites un don et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.